À la une ce soir, le lycée de Bellevue, théâtre d'une agression en début de semaine. Un élève a asséné un coup de poing à son professeur. La communauté scolaire est en émoi, on le verra dès le début de ce journal. 30 assistants familiaux fraîchement diplômés, honorés ce matin à la CTM, l'occasion de se pencher sur ce métier, pilier de la protection de l'enfance et qui est en voie de professionnalisation. L'attente est longue pour les élèves et professeurs de la cité scolaire de Sainte-Marie. L'ensemble collège et lycée sera vidé de ses occupants en septembre 2018 en raison de sa vétusté. Et puis le sport, le point sur le programme du week-end avec notamment du football dès ce soir et du cyclisme avec la 17e édition du championnat de la Caraïbe. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On l'a appris aujourd'hui. Un professeur du lycée de Bellevue a été agressé par un de ses élèves en début de semaine. Les faits se sont déroulés au sein même de l'établissement. Une plainte a été déposée ce vendredi. Le syndicat SNES-FSU a dénoncé un nouveau fait de violence en milieu scolaire. Le reportage de Loïc Régis. Mardi vers 11 h, un professeur d'histoire géo est violemment agressé par son élève de terminale. Les faits se déroulent aux abords des toilettes, alors occupées par l'enseignant. À sa sortie s'ensuit un court échange verbal avec le lycéen, puis il reçoit un violent coup de poing en plein ventre. Une agression condamnée par les syndicats d'enseignants. Une agression qui est complètement gratuite, parce que le collègue n'avait strictement aucun problème avec l'élève et il a été agressé par un coup de poing dans la poitrine, ce qui est quand même assez choquant et l'ensemble de cette communauté est choqué de cette agression. À un moment, il faudra véritablement que les autorités se penchent sur les moyens de faire respecter cette fonction d'enseignant. L'élève a été renvoyé de l'établissement à titre conservatoire en attendant son passage en conseil de discipline. Les lycéens de Bellevue, bien que surpris, ne semblent pas prendre la mesure de l'acte. En sachant qu'un élève n'est pas censé frapper un professeur, c'est quand même choquant, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est pas choquant parce qu'il y a aussi des professeurs qui quand même cherchent des élèves. Mais après, c'est choquant venant d'un élève, même si on ne connaît pas l'histoire, il n'a pas à frapper le professeur. Ça me surprend un petit peu, mais après, ce sont des cas qui arrivent souvent. Donc, sur un professeur, c'est assez rare, mais voilà, c'est pour ça que c'est plus choquant, c'est plus surprenant. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Une plainte a été déposée par l'enseignant. Si aucune ITT n'a été prise, il se dit sous le choc, comme tout le reste de la communauté scolaire. Et les forces de l'ordre ont sévi ce matin aux abords des établissements scolaires. Vous le voyez, une vaste opération de sécurité routière a permis la verbalisation d'une centaine de contrevenants, port du casque, ceinture. Les gendarmes ont également dû faire face au refus d'obtempérer. Les détails de cette opération avec ses réactions recueillies par Loïc Régis. Malheureusement, nous avons relevé un grand nombre d'infractions, un trop grand nombre d'infractions, et donc ça fait un total de 177 infractions qui ont été relevées, dont 9 non-port du casque donc, pour des cyclomoteurs, donc aux abords d'établissements scolaires, comme je vous le disais. Nous avons également mis en fourrière 4 deux roues motorisées, donc des cyclomoteurs pour défaut d'assurance, défaut de permis de conduire, voire même donc un refus d'obtempérer. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce contrôle, nous avons également, malheureusement je le dirais, relevé 62 non-ports de la ceinture de sécurité, y compris pour des élèves qui étaient amenés par les parents donc, dans les établissements scolaires que nous avons visés. L'actualité récente a été marquée par des faits extrêmement graves et je dirais inadmissibles, puisque par 2 fois, les motocyclistes de la gendarmerie ont été renversés par des jeunes circulant en scooter volontairement, occasionnant d'ailleurs des blessures sur ces militaires. Les refus d'obtempérer représentent environ 15 faits par mois en moyenne, c'est énorme. Au moment où je parle, nous avons 41 militaires de la gendarmerie qui ont été blessés en service, dont 75% d'entre eux avec une interruption temporaire de travail, c'est-à-dire des blessures qui ont été reconnues par les médecins et qui ont occasionné des arrêts de travail. En bref, la qualité de l'air toujours très dégradée en Martinique. L'indice Madininaire était de 10 sur 10 ce vendredi pour le 2e jour consécutif en raison de la pollution due au sable et à la brume de sable. Demain, l'indice prévu est de 9. La procédure d'alerte reste activée. Les personnes fragiles sont priées d'éviter les activités physiques en extérieur.
C'est un déménagement très attendu par les élèves et professeurs de la cité scolaire de Sainte-Marie. Acté au début du mois, prévu pour septembre 2018, le transfert vers un établissement provisoire est en bonne voie. Il faut dire que les conditions d'études sont actuellement difficiles à cause de la vétusté de l'établissement. Le reportage de Sandrine Claude. Vieille de plus de 50 ans, la cité scolaire de Sainte-Marie fait ses derniers instants. L'établissement n'est plus aux normes. À cause notamment de leur proximité avec la mer, les bâtiments affichent une grande vétusté. Le lycée a besoin d'être rénové parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Dans les salles, il n'y a vraiment pas de vent qui passe. On arrive, on transpire, c'est dur de travailler quand il fait vraiment chaud. Ça ne donne pas vraiment envie de venir à l'école. Il y a beaucoup trop de dégâts. On va même des murs, on va le faire dedans. Le projet de déménagement est un soulagement aussi pour la communauté éducative qui reconnaît que les conditions de sécurité ne sont plus réunies. Je suis arrivée dans l'établissement en septembre 2015 et effectivement j'ai constaté que le bâtiment était vieillissant et vétuste. Donc j'ai alerté bien évidemment les services compétents au niveau de la collectivité et du rectorat. C'est un projet qui est rassurant par rapport à l'avenir. Alors à court terme et à moyen terme, je pense que c'est rassurant. C'est rassurant pour tous les parents de savoir que les enfants vont être accueillis dans un lieu plus sûr. C'est ici, à l'Anse-Charpentier, que les collégiens et lycéens seront relogés dès la rentrée 2018. Un vaste chantier pour la collectivité territoriale. Ces 15 millions, c'est un projet qui est entièrement supporté par la collectivité, ce qui est normal, hein, parce que c'est notre responsabilité. Et donc c'est un collège provisoire et un lycée provisoire, un lycée 300 et un collège 400. Donc ça permettra à ces 700 élèves de travailler dans de bonnes conditions. Donc les deux comités techniques que nous avons eus la semaine dernière et celle-là, pour le collège et pour le lycée, permettent d'affiner le projet avec les acteurs et les actrices et d'aller au plus près de leurs préoccupations. Vous voyez que vous avez vu qu'on y va dans le détail, on parle de toilettes, on parle de salles de classe, on parle de local, on parle de tout ça et ça permet à mon avis d'aller au plus près des préoccupations des utilisateurs et des utilisatrices de cet espace. Une fois les élèves transférés, les bâtiments actuels seront démolis. Seront-ils reconstruits à l'identique? Pour l'heure, la CTM n'a pas encore statué sur la question. Focus ce soir sur les assistants familiaux, ces hommes et ces femmes qui accueillent des jeunes en difficulté dans leur famille. Il s'agit d'un métier rémunéré et qui doit également faire l'objet d'une formation au bout de 3 ans d'exercice. Ce matin, à la CTM, 30 assistants familiaux ont reçu leur diplôme sous les yeux d'une trentaine d'autres prétendants au titre. On voit cela avec Anaïs Gall. 2 ans de travail acharné, enfin récompensé. Aujourd'hui, Eddy est officiellement reconnu comme assistant familial professionnel et tout le monde tient à saluer le seul homme de la promotion. Autrefois coiffeur, il a choisi de se reconvertir pour aider sa compagne. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'hommes. Ça va renforcer les liens, ça va renforcer les couples pour pouvoir travailler. Parce que c'est d'abord le couple aussi qui travaille sur ce secteur. Donc j'espère qu'il y aura plus d'hommes dans les années à venir suite à cette médiation aussi. Pour d'autres, le labeur ne fait que commencer. Christelle et Marie-Hélène ont démarré la formation dans l'espoir d'accéder à un statut officiel. Toutes deux accueillent des enfants en difficulté depuis plusieurs années déjà. Au départ, j'étais assistante maternelle et c'est vrai qu'en gardant les enfants de jour, quand ils partaient, justement, j'avais un manque. J'avais un manque et je sentais que je pouvais faire plus, je pouvais donner plus. Mes enfants, ils ont eu leur papa, leur maman, ils ont eu les 2 parents. Mais un enfant qui se trouve comme ça, pouvoir lui apprendre à savoir que l'amour, ça existe. Et qu'effectivement, même si la maman ne peut pas donner pour l'instant, mais que nous pouvons. Donc sinon, pour moi, c'est un bien-être pour elle. C'est un moyen de lui faire grandir et de faire progresser. À travers ce dispositif, la CTM souhaite étendre la formation diplômante à tous les assistants familiaux de Martinique, une manière de faciliter les démarches et de professionnaliser la filière. Nous avons mis en place un dispositif qui permet davantage de transparence dans la prise en charge des enfants qui sont confiés à ces personnes. Deuxième chose, la formation. Et troisième élément qui, de notre point de vue, est important aussi, c'est écouter ces personnes et c'est pourquoi désormais, ce sont des personnels qui sont intégrés
dans le personnel global de la collectivité avec un statut particulier, contrairement à ce qui se faisait avant où ils avaient un statut un peu à part. Nous voulons qu'ils soient reconnus comme le personnel de la collectivité géré directement par les ressources humaines de la CTM. Aujourd'hui, ces 32 lauréats sont les premiers à détenir le titre. À terme, plus de 400 agents devraient être diplômés. Remise de diplôme toujours, mais à l'université cette fois-ci, le service de formation continue du campus de Schellcher a délivré 66 nouveaux titres dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Une belle récompense pour les nouveaux diplômés qui ont dû franchir toutes les étapes de ce dispositif. Objectif, garantir un retour à l'emploi ou une meilleure évolution de carrière. Les réactions recueillies par Guy Raphaël René. Je suis toute contente. Donc j'ai obtenu le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc c'est un diplôme qui confère au même droit que le baccalauréat. Donc ça nous donne accès à tout type de concours de catégorie B. Et là je suis contente parce que j'ai appris des choses, surtout en français. Je ne savais pas ce que c'était qu'une dissertation. Là je sais ce qu'est une dissertation, une discussion par écrit, un essai. En connaissance du monde contemporain qui relie histoire et géographie, je ne savais pas ce que c'était que la transition démographique, la mondialisation. Ben là j'ai appris et je suis contente parce que j'ai maintenant une nouvelle culture. Une culture non seulement littéraire mais ouverte aussi sur le monde. Je suis dans le bâtiment et le bâtiment n'est pas très dynamique en Martinique. Alors ça m'a poussé à faire une reconversion pour d'autres métiers qui seraient plus prometteurs. Je suis content, mais ce n'est qu'une étape, c'est carrément, on peut dire, considérer cela comme un passeport. La formation continue est destinée à toute personne majeure désirant poursuivre un parcours autre que la formation initiale. Donc elle s'adresse à des demandeurs d'emploi. Nous avons un certain nombre de demandeurs d'emploi, de professionnels de toute structure, de tout service et de toutes organisations, des personnes aussi en retraite, parce que nous avons développé une université du temps libre qui s'adresse à des personnes retraitées. Certaines formations requièrent des prérequis. Bon, je prends le cas du DAU. Le DAU est un diplôme d'accès aux études universitaires qui accueille des personnes majeures, je vais dire, à partir de 24 ans. Là, il n'est pas demandé de diplôme requis puisqu'il s'agit de préparer un diplôme d'accès aux études universitaires. Par contre, pour les autres diplômes, il est important qu'un prérequis ou des prérequis soient déjà installés pour pouvoir suivre les différentes filières et les différents niveaux de formation. Cette inquiétude maintenant d'un collectif d'ultramarins à propos des congés bonifiés. Il serait de plus en plus difficile pour les fonctionnaires originaires de l'outre-mer de pouvoir en bénéficier. Critères différents en fonction des administrations, refus de plus en plus fréquents des syndicats et des administrations. Le syndicat DOM-CGT en appelle à la vigilance des élus. À Paris, le reportage de notre correspondante Solène Boissé. Des cas de refus, Casimir en voit pratiquement chaque semaine. Ces dernières années, le nombre d'ultramarins qui se sont vus refuser leur congé bonifié a explosé et touche désormais les 3 secteurs de la fonction publique. Depuis 30 ans, cet originaire des Abîmes se bat pour que chacun reçoive son droit. Il y a des gens qui ne comprennent pas, au bout de 10 voyages, qu'on leur dise « tiens, finalement, ce que tu fournissais jusque-là comme critère ne suffit plus ». Donc on va te demander d'autres critères. On va regarder que tu n'as jamais fait de demande de mutation, on va vous réclamer ça. Ah non, ça suffit à un moment donné, ça va trop loin. Donc on veut qu'on nous respecte parce que je pense que pour beaucoup, ils ressentent une discrimination forte. Une discrimination qui fait écho jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les élus ultramarins sont tous sensibilisés à la question. Pour Olivier Serval, les congés bonifiés méritent une nouvelle jeunesse. Il faudrait peut-être réfléchir sereinement, prendre le temps par rapport aux assises des Outre-mer, de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir réformer ces congés bonifiés. Quitte à réformer les congés bonifiés, ce député martiniquais veut les intégrer à un programme plus large de retour au pays. Le retour des jeunes, le retour des personnes âgées, c'est fondamental. Donc on devrait même dépasser cette notion de congés bonifiés comme si c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Alors ce n'est pas un cadeau, pour leur permettre de revenir dans leur pays clairement. Et c'est justement l'un des points phares de la loi Égalité Outre-mer qui a défini les centres d'intérêt matériels et moraux, censés clarifier les critères
critères de droit à la mobilité, mais aussi aux congés bonifiés. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse voir les effets des CIMMM dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle pour qu'on puisse en bénéficier. Une fois que ça fonctionne bien, d'accord, on pourra modifier les congés bonifiés. La CGT va envoyer une lettre aux élus ultramarins pour les interpeller. Le collectif prévoit d'autres actions dans les rues dans l'espoir d'obtenir la même feuille de critères basiques pour tous les fonctionnaires ultramarins. Retour en Martinique, on va parler du salon Timoun Expo avec notre invitée ce soir, Cathy Audelet-Félixine. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Vous êtes responsable de ce salon qui se déroule ce week-end, demain et dimanche toute la journée. Oui. Alors qu'est-ce que l'on pourra y trouver ? Alors, le salon Timoun Expo, c'est le salon de l'enfant de 0 à 14 ans au départ, mais c'est surtout le salon de la famille, parce qu'il y a à la fois des activités pour les enfants et les parents. C'est un salon interactif où les parents pourront trouver des solutions concernant l'épanouissement, la vie pratique de leur enfant, leur bien-être, etc., par le biais de conférences et d'ateliers avec des professionnels. Et les enfants, eux, auront aussi des jeux, on dit que c'est le salon de l'enfant, donc principalement les jeux, mais aussi toujours avec un but pédagogique. Des jeux, des ateliers, donc il y a des ateliers de cuisine, des ateliers d'informatique, des ateliers de prise de caméra, enregistrement de voix, ateliers sur l'écologie, enfin vraiment de multiples ateliers et des animations toutes les heures avec des classiques, des clowns, du conte, de la magie, des marionnettes. Vraiment, c'est l'événement familial du week-end. Alors, c'est la 6e édition de cet événement. Qu'y aura-t-il de différent par rapport aux précédentes ? Alors, c'est vrai qu'on tourne en général autour de 5 thématiques, la planète, bouger, s'organiser, la santé, etc. Et cette année, on a mis un peu le doigt sur la partie Ma planète, donc sensibilisation à l'écologie, avec des ateliers autour, par exemple, des 4 éléments de la planète. Donc, les enfants vont être de petits scientifiques. Voilà, ils vont réfléchir et ils vont vraiment analyser les événements. Et puis, des ateliers sur le développement durable. Voilà. Et même au sein des ateliers de cuisine, c'est avoir aussi des réflexes d'hygiène avant d'aller faire la cuisine, se laver les mains. Donc, il y a vraiment chaque fois un côté pédagogique qui est tracé au niveau du salon. Alors plus globalement sur la question de l'enfance en Martinique et des activités lucratives qui tournent autour du domaine, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça a été compliqué d'organiser ce salon cette année ? Alors, on a souvent une bonne partie des exposants qui reviennent. Alors après, c'est vrai que ça fait beaucoup appel à beaucoup de petites entreprises et qui ont du mal finalement à subsister parce que leurs charges sont trop importantes. Mais elles sont nécessaires parce que de toute façon, elles aident à l'épanouissement de l'enfant et elles aident les parents à s'organiser et à donner des pistes des fois pour le bien-être et l'évolution des enfants. Alors ce lieu de rencontre, est-ce que c'est aussi un grand marché qui permet justement aux entreprises de s'afficher et d'essayer de porter leur marque ? Tout à fait. Chaque fois, on essaie effectivement de faire connaître de nouveaux chefs d'entreprise avec justement les ateliers cuisine, ce nouveau chef d'entreprise qui fait des plats pour enfants. On va sortir des petits pots là qu'on connaît, je ne nommerai pas la marque, et qui fait des plats à partir des produits locaux. Donc c'est une nouvelle personne qu'on met en avant. On aura aussi une nouveauté, donc comme c'est les enfants, il y a aussi Noël qui approche et les jeux, donc avec de nouvelles poupées noires. Voilà, qui sortent. Donc, c'est une nouveauté. Donc, chaque fois, effectivement, on essaie de mettre en avant certains chefs d'entreprise. Alors, on parle souvent du problème démographique ici en Martinique. Est-ce que le marché de la petite enfance, est-ce que c'est compliqué pour les entreprises de vivre de cela ? Je pense, parce que comme je vous dis, on a vu la déperdition de certains exposants qui ne viennent plus, et même si ça reste très important au niveau de l'économie. Donc, ce n'est pas tellement lié aux formations, mais je pense plus à des charges qui sont lourdes et ils n'ont pas forcément les aides qu'il faut. Parce qu'il y a souvent... alors après, c'est lié aussi à de nouvelles visions des choses. Par exemple, avec la pédagogie Montessori. Donc, ça permet de créer de nouvelles entreprises. Après, ce n'est pas évident. Est-ce que ça a un impact sur les produits qu'on retrouve ici en Martinique ? Est-ce qu'on a des chefs d'entreprise qui se retrouvent à importer moins de produits ? Est-ce qu'on est plus sur des produits de qualité ? Est-ce que aux activités qui sont pour les enfants, quel est l'impact de cette difficulté pour les chefs d'entreprise au niveau des consommateurs ? Alors, l'impact, c'est... Effectivement, comme je vous expliquais, ils ont du mal à effectivement faire tous les projets tous les projets aboutir. Mais bon, on retrouve quand même, on arrive chaque fois à avoir une quarantaine d'exposants. Donc, ça montre qu'il y a quand même des gens, même si on a des anciens qui partent, mais il y a de nouveaux qui chaque fois qui reviennent. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous ce week-end donc, à Madiana, au palais de Madiana, rappelez-nous les horaires. De 10h à 19h, samedi et dimanche. Donc, voilà, un événement familial à ne pas rater.
Merci Voilà, beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de ce salon donc, qui a lieu ce week-end. Restez avec nous à suivre dans votre journal La Culture, Ovando ou Le Magicien de Saint-Domingue, une pièce écrite par Georges Mauvois. Nous avons assisté à la première représentation en présence de l'auteur. Et puis le Festival international de l'enfance et de la petite enfance, on y revient avec de nombreuses représentations pour les tout-petits et c'est jusqu'au 28 octobre. Mais d'abord, l'actualité des régions, direction la Guadeloupe, où le corps du jeune Marvin, un jeune kayakiste, a été retrouvé ce matin par des habitants après 2 jours de recherche dans la mangrove à Goyave. Le reportage sur place de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Tôt ce matin, un groupe d'hommes a pris la mer à la recherche du jeune disparu mercredi soir. Ce n'est que vers 9h30 qu'ils ont fait la macabre découverte. Le corps de Marvin flottait non loin du littoral, poussé par le courant vers l'embouchure. C'est que bon matin là, j'ai pas de lâcher. Et comme Ahmed moteur moi de canola, pas de vépom. Et comme a trouvé ces 6 amis là, ils me envaché, en pas ça, il nous fait tout le temps tout là comme ça. Là nous fait tout le temps tout là. Nous vieux bouche là, en disant qu'on regarde un vieux bouche là. Et comme là nous avons fait devant vieux bouche là, nous avons un bitin rouge qui a flotté. Alors on dit, on regarde si la paille. Et là nous arrivons. Nous voyons une vraie saillie là. C'est comme il a flotté, il était en gilet. Pas son gilet, on était comme un habitant rouge en l'air. Il était taillé en bas de là. Tout derrière, il est blanc. Et on dit, c'est pour que nous ne pas manier, nous ne faire l'entour, nous ne venir. Une découverte qui a pu se faire grâce à la volonté et la collaboration d'anciens marins-pêcheurs pour qui l'embouchure, ses forts courants et ses dangers n'ont pas de secret. On dit courant là, que chaillé, il pas de droit jambe prête là, et qui rentre dans tout, il tout appelle Léon sans chiville là. C'est l'Indien retrouvé, tout en bordage là. Et c'est ça, c'est là retrouvé. On ne met pas d'autre bidon que ça. Là, si vous avez coulé là, si vous avez nagé, il était sauvé parce qu'il n'a pas coulé haut. Parce qu'il y a autant long sec. Si autant le sec là, si vous n'avez pas nager, il était sauvé, des autres là sauvés. Mais là, c'est côté, là, tout près là, tu dois être vu, mais il va nager. À côté des parents, beaucoup de curieux, mais surtout des amis. Ils étaient venus témoigner leur soutien dans ce moment difficile. Par contre, je peux vous dire que la famille, ils sont vraiment désespérés parce que franchement, ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je le connaissais parce que c'est mon voisin. On habitait juste à côté. Tous les matins, il m'appelle voisine. Tous les passe dit c'est voisine. Et là, je suis soulagée. Au moins, on pourra faire au nom de la famille. Ça, c'est un soulagement. Une autopsie sera effectuée pour connaître les causes exactes de la mort, qui sans nul doute confirmera la noyade. Maintenant, la famille et les amis pourront faire leur deuil. À quoi ressemblera la Guyane dans 30 ans? C'est la question posée par le magazine Une saison en Guyane à ses jeunes lecteurs. Un concours a été lancé pour esquisser la Guyane de 2048. Les explications de Gaël Ouassim. Imaginez-vous la Guyane dans 30 ans. C'est le souhait du magazine Une saison en Guyane qui a ouvert le forum Guyane 2048. Une façon de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux nombreuses possibilités qui pourraient être développées sur notre territoire. Un concours lycéen est désormais ouvert pour permettre à la future génération de soumettre ses idées réalistes ou utopiques pour les prochaines décennies. L'un des objectifs de ce forum, c'est d'attirer les lycéens à participer au concours Une saison au lycée. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait un concours au lycée. Cette fois-ci, on leur demande d'imaginer la Guyane dans 30 ans. Imaginer l'habitat dans 30 ans, de quelle façon on va se transporter, de quelle façon si l'école va changer, leur quartier, la ville. Voilà, donc on leur demande d'imaginer un peu tout ça. Le CNES est l'un des partenaires de ce forum. Ils avaient installé un atelier pratique, entre autres l'infographie et le montage de maquettes 3D, dont l'objectif est de faire travailler l'imagination de ces jeunes quant au domaine spatial. On leur propose d'imaginer le spatial en 2048 avec une exposition de photos, avec une visite virtuelle notamment, et puis bien sûr on est là pour répondre à leurs questions, pour les préparer à leur projet. Et ensuite, ce qu'on a voulu leur apporter, c'est quelques petites techniques pour pouvoir participer. Des urbanistes et architectes invités de l'ENSA Marne-la-Vallée étaient présents pour parler lors de nombreuses conférences sur ce projet futuriste. Nous, c'est déjà un véritable plaisir de participer à ce forum. Et en fait, l'enjeu est de donner la capacité à tout à chacun de se projeter en fait dans ce qui pourrait être un avenir pour la Guyane. Ces interventions, en fait, ces différentes interventions, ces différents dessins et ces prospections qui sont proposées donnent des images, en fait, donnent un futur désirable en fait pour la Guyane.
dont on a vraiment besoin pour pouvoir se lancer, se projeter et encourager tous les acteurs du territoire, les habitants, les institutions, les élus, à prendre à bras-le-corps en fait cette question de la prospective, mais aussi cette question de l'avenir, de ce que sera la Guyane demain dans une génération, entre autres ici Guyane 2048. L'exposition se terminera ce samedi à 19h. Retour en Martinique avec cette belle initiative d'une chaîne de fast-food pour la drépanocytose, cette maladie génétique qui touche particulièrement les Antilles. Une partie de la recette du jour a été reversée à une association de lutte contre la drépanocytose. On écoute Ina Martin de McDonald's au micro d'Anaïs Gall. Je pense que c'est un bon acte de faire parce que étant parent, je pense que ça peut arriver à tout le monde. On a acheté un Big Mac pour aider les personnes malades de la maladie la drépanocytose. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est bien pour les aider. Être solidaire des grandes causes, c'est vraiment une valeur fondamentale de McDonald's. Et la lutte contre la drépanocytose a un sens particulier, parce que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue aux Antilles, et que c'est un réel engagement que McDonald's souhaiterait avoir via cet événement Le Grand Jour. L'année dernière, ça avait très bien fonctionné. L'association avait pu avoir plus de 36 000 € avec plusieurs activités, plusieurs actions en collaboration avec la société. Et cela nous a permis de faire des actions annuelles qui se renouvellent chaque fois, comme de participer au Noël des enfants drépanocytaires, comme d'acheter du petit matériel aussi, et d'autres actions qui, elles, sont aussi annuelles, mais pas toujours les mêmes, de formation du personnel de santé, aussi bien des médecins que des paramédicaux, et d'organisation de journées de sensibilisation, comme pendant la journée mondiale de la drépanocytose. Le sport avec la visite du président de l'Union cycliste internationale en Martinique, David Lapartien, a été reçu par le comité régional cycliste de Martinique et sera présent ce week-end sur les routes lors de la 17e édition du championnat de la Caraïbe. On l'écoute au micro de Michel François. Moi, je porte un regard déjà affectueux sur le cyclisme martiniquais, mais le regard aussi d'un cycliste qui a évolué, qui s'est développé. Sous la présidence d'Alfred de Fontis, le nombre de licenciés a été plus que multiplié par 2. Il y a beaucoup d'épreuves. Les coureurs martiniquais sont compétitifs. On l'a vu. Il y a le développement de toutes les disciplines. Le BMX a été implanté. Donc voilà, je vois plutôt un vrai développement du cyclisme avec à la tête quelqu'un qui sait aussi fédérer. C'est-à-dire que je vois un cyclisme qui... C'est parfois par l'effort quand les gens ne sont pas d'accord, mais qui, ensemble, défend le développement du cyclisme sur cette belle île qu'est la Martinique. Le sujet, pour des fois aller au plus haut niveau, c'est la confrontation au plus haut niveau, parce que vous avez des très bons coureurs ici, sauf que parfois, pour passer professionnel, un certain nombre doivent peut-être venir courir en métropole et dans des clubs de division nationale pour ensuite être passés professionnels. On l'a vu, il y a Kevin Reza, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et c'est ce lien peut-être avec effectivement des clubs métropolitains de division nationale qui peut permettre d'avoir une filière finalement d'accès vers le haut niveau et d'amener demain un Martiniquais à faire le Tour de France. C'est ce que l'on souhaite. L'actualité sportive de ce week-end très riche avec le championnat, on vient de le dire, de la Caraïbe en cyclisme, du côté des sports nautiques, notamment la 4e manche du championnat de ski nautique et puis surtout les finales départementales de la Coupe de France en football. L'agenda sport signé Karel Chassol. En natation, l'ouverture de la saison se fera par le challenge de Martinique en petit bassin dimanche à la piscine du François. Le rendez-vous est fixé à 8h. On reste dans l'eau, mais direction la mer. Le plan d'eau de Sainte-Anne servira de cadre dimanche à la 4e manche du championnat de jet ski. Les hostilités débuteront à 11h. Sport mécanique toujours, mais sur la terre ferme. Encore dimanche se déroulera la 5e manche du championnat de course de côte moto. Et les adeptes de la discipline se retrouveront à Petit-Bourg à partir de 13h30 pour la première des 3 montées officielles. On reste sur l'asphalte. Notre sélection cycliste dispute à partir de demain le championnat de la Caraïbe, une épreuve qui concerne les femmes et les hommes. Au masculin, demain après-midi, les sélections auront un contre-la-montre de 20 km autour de Rivière-Salée et le lendemain, une course en ligne de 115 km sur le même circuit. Chez les femmes, au menu, demain 14h, une étape en ligne et dimanche 8h, un contre-la-montre. Temps fort de ce week-end, le raid du Loup-Garou aura lieu demain. Le départ et l'arrivée auront lieu sur le front de mer du Robert. Le départ est prévu
à 16h. Sport collectif, en football, le championnat cède la place au final départemental de la Coupe de France. Ce soir 20h, le club colonial sera face au club franciscain. Et demain, l'autre finale mettra face à face le Golden Lion et le Good Luck à partir de 19h. Deux finales qui se disputeront au stade Pierre-Aliquer. Handball féminin, la plupart des matchs de la 4e journée du championnat de pré-national se dérouleront ce soir 20h. UJ Redoute Aiglon à Corridon, Entente AS Mondes Gauloise Réveil Sportif à Trinité, TS Franciscain Club Sport au François et Étoile de Gondou RC Lorrain, ce sera au Lamentin. Une rencontre refermera cette journée demain 19h, le choc Arsenal USC Citron. Chez les hommes également, 4 des 5 matchs auront lieu ce soir. Tout d'abord à 20h30, éveil de Carabin USC Citron au Lorrain, puis 3 rencontres à 21h30, Gauloise Réveil Sportif à Trinité, TS Franciscain ASC Ducos au François et Étoile de Gondou Saint-Anne-Cap 110 au Lamentin. Un match clôturera cette journée demain, 19h. En basket masculin, la 3e journée du championnat de National 3, débutée mercredi par la victoire de l'US Diamantinoise aux dépens du Golden Star, se poursuit demain, 20h. 3 rencontres sont au programme. Chez les femmes, toutes les rencontres auront lieu à compter de 18h demain. En volleyball féminin, la 3e journée du championnat d'excellence se déroulera demain, 19h, avec 3 matchs. Au masculin également, elle débutera demain, 19h, avant de se poursuivre à 21h et de se conclure dimanche, 8h30. Sport en bref pour conclure, il y aura du tennis de table avec le premier tour du Critérium fédéral et du karaté avec un Open. Voilà pour le sport, place à la culture, Ovando ou le magicien de Saint-Domingue, écrit par Georges Mauvois, l'histoire de la conquête de Saint-Domingue par les Espagnols et le massacre des Indiens. L'auteur de la pièce était aux côtés des collégiens hier pour la première représentation au Tropicatrium. Le grand public a rendez-vous demain à 20h, toujours au Tropicatrium. Un avant-goût avec ces images signées Anaïs Gall. Alors, ne serait-il pas exaltant d'imaginer pour l'avenir de fécondes journées de labeur associées à de longues nuits de plaisir? Tu es une ordure! Je connaissais pas du tout l'histoire d'Ovando et tout ça, et puis j'ai appris toute l'histoire, quoi, au fur et à mesure. Est-ce qu'on voit les choses autrement quand on sait comment les îles ont été colonisées? Ah bah oui, on pensait que c'était violent, mais pas à ce point. Fuir de l'Hispaniola pour gagner l'Espagne, princesse. Vous voulez que je quitte Haïti? C'est votre unique chance de salut. Ici, votre seul avenir, c'est la mort. M'attaquer au sujet d'Ovando, non pas à travers Anacaona, mais à travers Ovando lui-même, le bourreau. Oui, bien sûr. Hein? Il m'a semblé que c'était intéressant, que c'était nouveau et que c'était important pour la connaissance de notre histoire antillaise. Parce qu'en fait, tout ce que nous voyons, je le dis d'ailleurs dans la pièce, tout ce que nous voyons aujourd'hui de l'Amérique, de cette immense Amérique, de cette extraordinaire Amérique, est parti de là. Tes paroles n'y changeront rien. Au moins, devrais-je savoir quand je serai tué. Tu as peur? De quoi? De mourir. J'ai toujours eu peur de vous, les chrétiens, depuis que je vous ai vu. Tout chez vous est effrayant. C'est un prétexte que prend l'auteur Georges Mauvois pour aller visiter l'histoire de l'Hispaniola, c'est-à-dire qu'il va... c'est très moderne aussi en même temps, puisque c'est un personnage qui traverse le temps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait un bond de 500 ans et qui va s'amuser avec l'histoire revisitée, peu connue, j'ai envie de dire, méconnue du grand public, l'histoire d'Hispaniola et surtout l'histoire d'Ovando qui est un des plus grands massacreurs d'Indiens taïnos. C'est une très très bonne pièce, je pense qu'elle mérite d'être vue, d'être annoncée, d'être débattue. Et ça, absolument. Moi, je suis pleinement satisfait de la pièce que nous avons produite là. Quand je dis nous, c'est nous tous, c'est-à-dire y compris l'Atrium et sa régie générale technique des lumières et tout. Vous avez vu avec les projections qui passaient, c'est un tout.
Voilà pour cet aperçu et rendez-vous donc demain soir à 20h à l'Atrium pour ceux qui veulent voir cette pièce. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec ce grave accident, on vient de l'apprendre. Un homme a été très gravement blessé ce soir à Rivière-Pilote, au quartier Régal, à hauteur du rond-point vers Mathilde. Les pompiers sont intervenus d'abord pour un feu de broussailles. Ils ont ensuite retrouvé une moto en feu et son conducteur d'une trentaine d'années qui a, semble-t-il, été éjecté. Il se trouve actuellement en arrêt cardio-respiratoire et est pris en charge par le SAMU et l'hélicoptère Dragon. Les festivités internationales, le Festival international de l'enfance et de la petite enfance qui a commencé le 17 octobre dernier et qui se poursuit jusqu'au 28 octobre avec de nombreuses représentations pour les tout-petits, de quoi faire marcher l'imaginaire. Tout de suite, un aperçu avec Hubert Bornil. En ouvert joie, comme pour dire ouvrir le jour, cette 6e édition marque un peu plus son orientation en direction de l'imaginaire de l'enfance, montrer le théâtre d'ombre, le théâtre d'objets. Ça va se faire jusqu'au 29 octobre, quelque chose, on dira, de nourrissant pour nos petits Martiniquais. Amano, le secret de la montagne de feu, Témoé, l'ami du soleil ou encore un mouton dans mon pull, quelques-unes des représentations retenues pour ces rencontres culturelles et artistiques à destination du jeune public. Un titre plus qu'évocateur, En nous ouvert joie. C'est une espèce de métaphore. Ouvrir le jour, faisons le jour naître pour ces enfants-là en matière artistique. Prenons conscience que les enfants petits comme ça, ce sont déjà des personnes et que tout ce qu'on va, toute la nourriture qu'on pourra leur donner à cet âge-là, c'est ce qui va leur permettre d'être les citoyens de demain. Avec son association Azoël, Lucette Salibur s'adresse à l'enfance et à la petite enfance de la Martinique. Dès l'âge de 2 ans, les enfants peuvent se laisser envoûter par la magie du spectacle. L'émotion est toujours au rendez-vous, les rires comme les pleurs se mélangent. De quoi nourrir l'imaginaire de nos petits. Le spectacle de Amano, je trouve qu'il est très d'actualité. Un petit personnage, une tasse, c'est un petit personnage qui a besoin d'être... qui voudrait être vendu aussi, qui voudrait être reconnu aussi. Il est dans une vitrine et on prend les autres, on ne le prend pas. Voilà de quoi on l'imagine vous mettre en appétit. Surtout, pensez à emmener vos enfants au spectacle lorsqu'on est enfant. On aime les spectacles d'enfants, de marionnettes, tout ça. Et c'est jusqu'au 29 octobre. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition locale et régionale. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec Antje Peya, présenté par Régine Germani. On se retrouve juste après, à tout de suite.